Alors dans cette vidéo, nous allons répondre simplement et rapidement à la question suivante. Qu'est-ce que la sociologie? Alors la sociologie s'est réellement développée à partir du 19e siècle. C'est une science qui est relativement récente et qui s'appuie sur ce que l'on appelle les pères fondateurs, en l'occurrence Karl Marx, Émile Durkheim, Alexis de Tocqueville et Max Weber. La sociologie est une science du social qui étudie tout ce qui est relatif à la société. Par exemple, la manière dont la société est structurée, en classe sociale, en caste, en ordre, la présence d'inégalités sociales, les relations entre des individus, par exemple, de genre opposé, masculin, féminin, l'existence de normes qui vont varier d'une culture à une autre, l'étude de l'institution familiale, etc. La sociologie est donc une branche des sciences humaines qui cherche à comprendre et à expliquer l'influence du social sur les façons de penser et de se comporter des individus. Par exemple, pourquoi un ouvrier va plutôt privilégier la culture de masse, regarder la télévision, alors qu'un individu issu d'un milieu favorisé va plutôt privilégier la culture savante, par exemple, aller au théâtre, visiter un musée ou des monuments historiques, même si ce que je viens de dire est nuancé par certains sociologues. Pour le sociologue, l'action des individus ne peut être comprise qu'en tenant compte du contexte social dans lequel il évolue. Communément, on dit que c'est l'intériorisation de l'extériorité. Autrement dit, le fait d'intégrer à la structure de sa personnalité un certain nombre de comportements, de préférences, de goûts, de façons de penser, et qui vont en fait dépendre de l'environnement dans lequel on évolue. Alors la sociologie s'appuie sur une démarche scientifique qui consiste à analyser les faits sociaux comme des choses. Alors par fait social, on entend en fait un phénomène, un comportement qui va répondre à un certain nombre de critères, en l'occurrence 4. Tout d'abord la généralité. Il faut que le fait social observé ait une certaine fréquence dans la population. Autrement dit, il faut qu'il soit statistiquement observable, il ne faut pas qu'il ne concerne qu'une poignée d'individus. Deuxièmement, un fait social doit se caractériser par son extériorité. Il va dépasser l'individu, il va transcender l'individu. Troisièmement, le fait social a une dimension coercitive. Autrement dit, s'impose à l'individu grâce à un certain nombre de mécanismes qui vont de la contrainte en passant par du contrôle social, de la socialisation, tout cela pouvant être formel, informel, conscient, inconscient, et c'est d'ailleurs là que c'est intéressant justement d'étudier en profondeur le processus de socialisation. Et enfin, le fait social répond à une dernière caractéristique, qui est donc la dimension historique, à savoir qu'il n'est pas ponctuel, il n'est pas éphémère, il s'inscrit dans la durée. Alors globalement, la démarche scientifique repose sur un certain nombre d'éléments fondamentaux. Tout d'abord, le sociologue doit définir rigoureusement le phénomène étudié et émettre un certain nombre d'hypothèses. Sa démarche va reposer sur l'observation et l'interprétation, afin de vérifier si les hypothèses qu'il a pu émettre au départ sont ou non validées. Deuxièmement, le sociologue doit écarter ce que l'on appelle des prénotions. Je vais reprendre une citation de Durkheim. Les prénotions sont un voile qui s'interpose entre les choses et nous, et qui nous les masque d'autant mieux qu'on le croit transparent. Autrement dit, les prénotions sont en quelque sorte des préjugés. Ce sont des éléments qu'on a intériorisés, qu'on a intégrés à la structure de notre personnalité, et qui font que l'on va penser que toutes les choses dans lesquelles, en fait, nous évoluons, toutes les choses que nous observons, sont naturelles. Autrement dit, qu'elles sont identiques ailleurs, dans d'autres cultures. Si une société repose par exemple sur le mariage, que le mariage est un contrat entre des individus de sexe opposé ou de même sexe, et que la famille est constituée donc de ces mêmes individus avec des relations de filiation au niveau des enfants, et bien en fait, on aura tendance à penser que ce système-là est universel, ce qui n'est pas nécessairement le cas. On peut imaginer d'autres cultures qui ne reposent pas sur le mariage. On peut imaginer d'autres cultures où les enfants ne seront pas nécessairement élevés par leurs deux géniteurs, mais il n'y en aura par exemple qu'un seul, la mère en règle générale, et celui qui occupera le rôle du père sera par exemple l'oncle maternel. Donc autrement dit, il ne faut pas penser que ce que nous vivons a une dimension totalement universelle.
Faute de quoi, cela va influencer l'objet d'étude. Donc il faut prendre de la distance avec l'objet qui est étudié pour ne pas influencer les résultats. Troisièmement, le sociologue va utiliser un certain nombre de méthodes, tant qualitatives, telles que par exemple des enquêtes ou des interviews, que quantitatives, et c'est là qu'on utilise grandement, bien évidemment, toute l'analyse statistique. Alors, si l'on doit étudier par exemple un fait social, il faut donc qu'il réponde de manière rigoureuse, bien évidemment, à une démarche scientifique, et qu'il s'appuie sur les 4 critères donc, que nous avons mentionnés. Alors, par exemple, j'ai voulu étudier le tatouage. Bon, j'aurais pu choisir les inégalités, la famille, la culture, etc., etc., mais j'ai voulu vous montrer qu'en fait, on peut avoir une démarche sociologique pour des choses, entre guillemets, qui peuvent sembler très triviales et très éloignées, bien évidemment, de la dimension sociologique. Alors voyons si le tatouage correspond déjà à un fait social donné. Donc pour cela, il faut voir s'il correspond à 4 caractéristiques. Tout d'abord, la généralité. Bon, un Français sur 10 est tatoué et un jeune de 18 à 24 ans l'est également. Donc on peut considérer qu'il remplit cette caractéristique. Deuxièmement, le tatouage a une dimension d'extériorité. Effectivement, il a une dimension symbolique qui dépasse l'individu. Le tatouage va par exemple lui permettre de s'intégrer dans un groupe social donné, d'intégrer une tribu, d'intégrer un gang, etc. Troisièmement, il y a également une dimension historique. Le tatouage n'est pas un phénomène ponctuel, c'est au contraire un phénomène multimillénaire. Quatrièmement, il y a une dimension également coercitive. Le tatouage a tendance à s'imposer à l'individu, il dépend d'un certain nombre de critères, tant sociaux qu'économiques ou culturels. Par exemple, 29% des Américains seraient tatoués et près de la moitié des 18-35 ans. Les ouvriers le sont environ 2,5 fois plus que les cadres. En fonction de l'origine géographique, en France, les motifs seront différents. Et bien évidemment, que l'on soit un homme ou une femme, on ne se fait tatouer ni au même endroit, ni les mêmes motifs. En fait, il semble qu'il y ait des sortes de conventions d'usage qui sont bien évidemment inscrits nulle part, mais qui vont influencer les individus, compte tenu bien évidemment du regard des autres. Il suffit de regarder les 4 photos, et vous verrez donc qu'il est difficile d'imaginer un homme avec tatoué par exemple avec un papillon dans le creux des reins, ou alors une femme qui aurait sur l'épaule le tatouage de la deuxième photo à gauche. On voit bien qu'il y a certainement une dimension bien évidemment individuelle, le fait de se faire tatouer des prénoms de proches, ou alors le fait de se faire tatouer un motif qui rappelle une expérience passée, mais il y a également une dimension sociale qui ne doit pas être occultée. Et c'est là justement qu'intervient la sociologie.